note. Hein. Je vais... Et bien sûr, de temps en temps, j'essaye d'accepter vos camarades, bien sûr, retardataires. Maintenant, si vous voyez quelqu'un demande une participation et je ne l'ai pas vu, il faut me le dire, étant donné qu'une fois qu'on active la page, bien sûr, de présentation, on ne peut pas voir ce qui se passe dans la page de Google Meet. Hein. Sauf de temps en temps, j'entends un clic qui me renseigne sur la demande d'un étudiant pour participer. Mais pas tout le temps. Des fois, il y a des étudiants qui demandent la participation et je ne peux pas savoir. Alors, si vous arrivez à voir, il faut me le dire pour accepter, bien sûr, vos camarades. Bon, comme vous voyez, c'est le dernier chapitre. Quel est le plan type de mémoire universitaire? Ici, c'est la partie 2 qu'on a, bien sûr, entamé la séance passée, qui comporte 2 chapitres, l'élaboration de la bibliographie et rédaction d'un travail de recherche. Et le chapitre 2e, c'est sur le plan type de mémoire. Et vers la fin, bien sûr, on parlera de la soutenance d'une manière générale. Pourquoi? Parce que c'est deux notions qui sont très liées. Une fois que vous avez rédigé le mémoire de fin d'études, vous devez le déposer, bien sûr, et va être examiné par 2 ou 3 personnes. S'il s'agit d'un, par exemple, une thèse de doctorat, 3e cycle, mais si c'est un mémoire de fin d'études, je pense il sera examiné par un seul. Et les autres peuvent vous poser des questions le jour de soutenance, espérant que vous aurez la soutenance cette année, parce que avec l'évaluation en ligne ou bien l'évaluation d'un mémoire, c'est pas vraiment une soutenance, mais Allah, c'est la situation sanitaire qu'elle a exigée, ok? Mais quand même, l'administration peut faire, bien sûr, son mieux avec des enseignants, bien sûr, même nous, en tant qu'enseignants, qui vont être dans le jury et comme examinateurs, peut-être qu'on peut faire un effort pour que les soutenances puissent se dérouler en présentiel. Encore, c'est mieux. Comme ça donne de la valeur pour le travail d'un étudiant. On peut examiner le mémoire comme quantité de travail, comme on peut juger, bien sûr, la capacité et l'aptitude d'un étudiant à défendre son travail à travers de la partie, bien, dernière partie, questions-réponses. Alors, d'ici là, c'est à l'administration de prendre une décision à propos de ce point-là. Mais avant, vous devez savoir comment rédiger vos mémoires de fin d'études. Alors, étant donné que en 2e semestre, vous allez bien sûr consacrer toute la période qui vous reste pour la préparation de votre projet de fin d'études et vous devez rédiger un mémoire. Quel est le plan type que vous allez utiliser pour rédiger ce mémoire qui est bien sûr un mémoire universitaire? Okay? Une petite définition. Bon, ce qui concerne le mémoire d'une manière générale, je pense que vous l'avez vu, langue étrangère, soutenance, la même chose, tout ce qui est communication scientifique. Alors, normalement, vous avez déjà, bien sûr, entendu ou bien vu tout ce qui concerne mémoire et soutenance. Alors, Naya, je pense que c'est un rappel et on va introduire quelques points, bien sûr, essentiels et quelques nouvelles informations, comme le plan IMRAD, par exemple, qu'on n'a pas vu en première année. On va le voir en détail parce que c'est très important de suivre ce plan-là pour pouvoir présenter un bon travail de recherche, bien sûr, à travers le moyen de communication qui est le mémoire de fin d'études. Le mémoire est le résultat d'une recherche personnelle. Alors, dans le cadre d'un mémoire de fin d'études personnel, ou bien de personnes, c'est bien sûr, vous êtes binôme, mais dans la recherche scientifique, c'est un travail personnel. On sous-entend ici spécialement le travail de doctorat,
Vous devez être monome et vous allez faire la recherche vous-même et vous aboutissez bien sûr à des résultats que vous devez présenter dans votre thèse de doctorat, d'une manière générale. Mais un mémoire de fin d'études, on va prendre le cas d'un monome, on va dire c'est un travail personnel. Même s'il s'agit de binôme, alors vous allez s'entraider bien sûr pour préparer ce travail de recherche sur un sujet préalablement convenu entre l'étudiant et le promoteur. Okay? Promoteur, c'est un enseignant. Vous allez bien sûr solliciter quelques enseignants ou bien un enseignant pour être votre promoteur. Si ce n'est déjà fait, je pense que vous l'avez déjà fait. Et à ce moment-là, le sujet doit être convenu entre vous en tant qu'étudiant et votre promoteur, qu'on appelle directeur de recherche, directeur de thèse ou bien encadreur, dans le cas bien sûr de doctorat. Si vous faites le 3e cycle, ça devient directeur de recherche ou bien directeur de la thèse ou bien ce qu'on appelle encadreur. Okay? On peut appeler aussi pour un mémoire de fin d'études promoteur ou bien encadreur. Ce travail doit présenter le résultat d'une enquête. Alors, vous allez faire une enquête. Pourquoi? Pour chercher des informations, pour collecter les informations. Alors, on sous-entend ici la recherche documentaire. Démontrant l'aptitude à réfléchir sur un sujet, démontrant la capacité à réfléchir et à traiter ce sujet-là ou bien votre sujet. Le structurer et le présenter de manière à ce que l'étudiant démontre sa capacité de recherche. Alors, la collecte d'informations, bien sûr, utilisation de toutes les informations collectées avec ce que vous allez faire comme travail personnel. Alors, on appelle réfléchir sur un sujet. Réfléchir sur un sujet, ça veut dire vous allez tracer ou bien opter un plan de travail bien déterminé de votre part. C'est propre à vous, c'est personnel. Qu'est-ce que vous allez faire à propos de ce sujet-là en se basant sur un bagage de connaissances que vous avez bien sûr collecté sous forme d'informations à travers, bien en faisant une recherche documentaire. Vous aurez quelques résultats, des informations, des connaissances à propos du sujet, mais il faut réfléchir encore à propos de votre sujet. Qu'est-ce que vous allez faire et comment le structurer et le présenter. Afin, bien sûr, de donner ou bien de présenter votre travail de recherche à la fin. Il faut être capable de défendre et, bien sûr, comment dirais-je, de démontrer la maîtrise de votre sujet. Après avoir déterminé la problématique du sujet, l'étudiant devra établir le plan type de son mémoire. Maintenant, vous avez parlé à votre promoteur. Peut-être le promoteur vous a proposé un sujet, bien inversement. Des fois, l'étudiant peut proposer un sujet et le promoteur, bien sûr, va déclencher une séance de travail et vous allez discuter ensemble à propos de ce sujet-là. Si c'est l'inverse, la même chose. Il vous propose un sujet, il vous faut une séance de travail, vous allez discuter à propos de sujet. À ce moment-là, cette discussion-là va bien sûr aboutir à la formulation de la problématique. Ça veut dire, la première des choses, c'est de savoir pourquoi vous allez faire ce sujet, bien traiter ce sujet-là. Parce que le sujet lui-même traite un tel ou tel problème. Et il y a une situation qui nécessite de déclencher ce sujet pour répondre à un problème, pour résoudre un problème. Il y a la problématique. Et vous allez en même temps discuter euh, sur le comment. Comment vous allez répondre à cette question, bien vous allez résoudre ce problème. C'est la problématique. Okay. Je pense qu'on a déjà parlé à propos de la problématique. Et vous allez proposer un plan, ce qu'on appelle un plan type de votre mémoire. Alors, qu'est-ce que vous allez traiter dans votre mémoire? Quels sont les points essentiels qu'il faut
aborder pour pouvoir présenter votre travail de recherche convenablement et bien sûr arriver à la fin à répondre à votre question de départ ou bien à résoudre votre problème que vous avez expliqué dans la problématique. Parmi tous les types, alors on vous donne un exemple, un plan type. Hein. Parmi tous les types de plans de mémoire, on se limitera au modèle phare, le modèle directeur, le plus utilisé pour la rédaction des mémoires de recherche scientifique académique. C'est le plan IMRAD. C'est quoi le plan IMRAD? C'est chaque lettre nous renseigne sur un terme. IMRAD, puisqu'on le prononce bien sûr d'un seul coup, c'est un acronyme. Avant d'arriver à l'IMRAD, acronyme de quoi? Alors je vous laisse le suspense ou bien point d'interrogation. On va voir l'ossature d'une manière générale. L'ossature ou bien le plan type d'un mémoire. Okay? Les 4 parties qu'il faut bien sûr aborder c'est l'objet, c'est l'ossature d'une manière générale. Là, maintenant, le plan IMRAD est compris dans l'ossature. On va voir c'est quoi le plan IMRAD. N'oubliez pas de donner l'objectif. Automatiquement, vous allez développer tout en utilisant tous les arguments, les résultats que vous avez trouvés avant d'arriver à la conclusion. Et automatiquement, on a dit dans le cas d'une recherche, il faut toujours donner la source, citer. Alors, c'est la bibliographie. Et terminer par des annexes. Ces existent. D'ailleurs, les annexes, je donne un simple exemple. Si vous avez effectué des essais dans un laboratoire, dans le cadre toujours de votre travail de recherche, vous aurez besoin des normes. Alors, je vais citer la norme dans le contenu quand vous développez ici, parce que vous aurez besoin de parler sur la méthodologie, ce qu'on appelle méthode et matériel. Là, vous citez la norme. Mais vous n'êtes pas obligé de détailler ou bien de donner toute la norme. Alors, on va mettre norme numéro, hein, c'est des normes NFP 94, NFP c'est des normes ou bien ISO, ou bien ASTM si c'est des normes américaines, ou bien les normes algériennes AN ou d'autres. Hein. En général, nous, on utilise les normes françaises et actuellement, les normes françaises sont devenues des normes européennes. Okay? Pour dire ou bien donner tout l'énoncé de la norme, on va envoyer les gens à l'annexe. Et l'annexe, je donne toute la norme, de A à Z. Étant donné que les annexes ne sont pas numérotées, ça veut dire que ça ne va pas rentrer dans le volume de votre mémoire. Okay? Alors, conclusion générale, c'est la dernière page que vous devez mettre dans un mémoire. Alors, annexe, il n'est pas la même chose pour la bibliographie. Elle n'est pas numérotée. Alors, tout ce qui vous jugez qui va encombrer votre mémoire et ce n'est pas vraiment utile de développer la notion. Et pour plus d'informations pour les gens qui s'intéressent ou bien le public cible ou bien destinataire, on va les envoyer vers les annexes et là, vous allez trouver le détail. Des fois, on trouve des calculs. Si vous utilisez un logiciel numérique, par exemple, on obtient des résultats sous forme de tableaux, plein de tableaux qui vont juste encombrer votre mémoire. Par contre, vous devez tirer tout ce qui est important, je vais le mettre dans le contenu, et tout ce qui est en plus, et pour plus d'informations à propos de ces valeurs-là, je vais les mettre dans des tableaux et les envoyer vers les annexes. Les annexes. Okay? C'est l'ossature d'une manière générale ou bien le plan type d'une manière générale. Maintenant, le plan EMRAD, qu'on a choisi comme plan type dans notre mémoire, est inclus dans cette ossature. Comment? Parce que l'EMRAD, ce n'est d'autre que introduction, matériel et méthode, résultat, discussion. On doit donner bien sûr la conclusion juste après et résumé de votre travail.
Et le résumé, j'ouvre une parenthèse, ça peut être au début, en général c'est au début. Si vous prenez des thèses ou bien des mémoires, vous allez trouver toujours le résumé au début. La même chose pour un article scientifique. Toujours résumé, abstract en anglais. Après, on trouvera l'introduction, matériel, méthode. Alors, le plan EMRAD après. Mais ça peut être rarement vers la fin. Ok? On a mis juste plus, ni 1, ni 2, ni 6, pour parler un petit peu de résumé. Et on va dire, entre parenthèses, ça peut être à la fin ou bien au début et rarement à la fin. Ok? Alors, par contre, introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. Là où le plan EMRAD. C'est en anglais. Introduction, methods and materials, results and discussion. Là où le plan EMRAD. Et je pense que vous connaissez le plan. Vous êtes en Master 2, la moindre des choses, c'est d'avoir en tête ce plan-là dans le cas où vous voulez développer un travail de recherche. C'est considéré comme la forme la plus simple, alors le plan EMRAD, est plus logique de communiquer ses résultats. Donc l'objectif est de transmettre un message scientifique. Vous devez transmettre le message scientifique qui est bien sûr votre travail scientifique, qui représente tous les résultats que vous avez trouvés à propos d'un sujet que vous avez traité. On commence maintenant par le titre du mémoire. On a toujours un titre. On a dit il faut discuter avec votre promoteur à propos du titre. Et vous pouvez juste après dégager la problématique. Okay? Le titre doit annoncer le sujet de votre mémoire avec le maximum de précision et de concision. Alors vous voyez là, vous pouvez dire qu'il y a une contradiction, mais il faut être intelligent pour pouvoir combiner les deux. La précision, quand on précise, on peut développer. Mais il nous demande aussi la concision. Concision, c'est le contraire de développer. Alors je vais donner tout ce qui est essentiel d'une manière brève. Vertez ça, mais vous devez mettre tout ce qui est important et essentiel. Alors, vous voyez ici la précision et de concision. Pour combiner les deux, il faut vraiment être à la hauteur dans le domaine de la recherche. D'ailleurs, on vous dit, trop concis, il risque de ne pas refléter le contenu de mémoire. Ça ne donne pas une idée sur le contenu. Ça veut dire qu'il y a peut-être absence de quelques mots-clés essentiels, quelques termes, quelques notions. À ce moment-là, il faut vraiment il faut se rappeler de ce qu'on a vu, les concepts et les mots-clés. C'est très important de, bien sûr, faire apparaître vos mots-clés dans le titre. Trop précis, si vous donnez de la précision, ça va être lent. Alors, évitez un titre très long. Il doit être court. On vous dit selon une norme de 10 à 15 mots maximum, avec titre et sous-titre. J'explique. Quand est-ce qu'on aura besoin de mettre un titre et juste après un sous-titre? Maintenant, si votre titre contient des mots vastes, général, c'est un, on va dire un thème d'un sujet général. Et vous n'allez jamais traiter ce thème-là général parce que vous aurez besoin de traiter plusieurs points. Le thème général, il y a plusieurs paramètres, plusieurs cas. Et vous devez bien sûr juste traiter un point, par exemple un paramètre, deux. L'essentiel, il faut, comment dirais-je, choisir, plutôt il faut donner un détail sur ce que vous allez faire exactement. Je vous donne un exemple de titre. Valorisation des déchets industriels en génie civil. Okay? Déjà, le mot génie civil, c'est un mot-clé, bien entendu, que je peux considérer comme concept parce que je peux avoir plusieurs mots-clés dérivés. Génie civil, des bétons, des constructions, hydraulique, et chaque, bien sûr, terme,
vous pouvez avoir d'autres mots-clés. Le béton lui-même, on peut avoir d'autres mots. Construction, la même chose. Hydraulique, voies et ouvrages d'art, par exemple, les routes, les chaussées, les ponts. Vous voyez, tous ces termes-là peuvent être dans le terme général génie civil. Elle est à part. Voilà. Deuxièmement, valorisation, c'est clair. Les déchets industriels. La même chose, les déchets industriels, on peut trouver plusieurs déchets. Il y a des déchets sidérurgiques, les déchets, tout ce qui est bien sûr produit de l'industrie, quel que soit, hein, qu'est-ce que vous allez bien sûr produire après. Alors c'est un terme vraiment général. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si vous voulez maintenir le thème ou bien le sujet qui est général, je vais rajouter un sous-titre qui va nous renseigner sur la partie qu'on va faire ou bien sur le sujet exactement qu'on va faire, spécial. Alors, il faut spécifier. Je vais dire application maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Application au liquide au fourneau en technique routière. D'ailleurs, vraiment, c'est un point précis. Je répète, un thème qui est général, vous pouvez rajouter un sous-titre pour, bien sûr, spécifier votre thème. Valorisation des déchets industriels en génie civil, application au liquide au fourneau en technique routière. Alors, génie civil, technique routière, et déchets industriels, le liquide au fourneau qui est un déchet de l'industrie de l'acier dans des complexes sidérurgiques. Okay? C'est un déchet industriel, bien évidemment, qui est issu d'une fabrication de l'acier. Bien sûr, on fabrique la fonte, après raffiner la fonte pour obtenir de l'acier. Alors, vous pouvez, un autre par exemple, peut avoir le même thème général, mais un sous-titre différent. Hein. Par exemple, on va dire valorisation des fumées de silice, la fumée de silice, en béton. C'est tout à fait différent, mais sous le même thème, déchets industriels et en génie civil. Alors, mais vous faites attention pour ne pas dépasser les 15 mots. On vous dit 10 à 15 mots maximum. Je pense que j'ai bien expliqué le point. Les mots les plus informatifs, ce qu'on appelle les mots représentatifs, qui sont des mots clés. Okay? Les mots les plus informatifs en position forte se situent en début. Alors, vous allez, comment dirais-je, se baser beaucoup plus sur les mots-clés dans le titre. Pas d'expression inutile. Alors, automatiquement, sinon le titre ne sera pas représentatif de votre contenu ou bien le travail que vous allez faire. N'utilisez que des mots, bien sûr, représentatifs ou bien informatifs, qui sont des mots-clés. Et n'est pas, bien sûr, utile ou bien il est inutile de vérifier les mots du titre une fois votre mécanisme. Il n'est pas inutile de vérifier. Ça veut dire que vous devez vérifier les mots du titre une fois que votre mémoire. Là, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il faut choisir d'abord les mots avant de terminer la rédaction de mémoire. Sinon, ça sera trop tard. On ne peut pas les vérifier après. Introduction, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'introduction? Okay? Elle doit répondre à la question du pourquoi j'ai réalisé ce travail. Le but, ou bien j'aimerais bien rajouter Naya, problématique. Il y a la problématique. La problématique, vous devez la développer ou bien la formuler, l'introduction. Ok? Voilà quelques points qui résument votre introduction. Doit susciter l'intérêt du lecteur. Alors, il doit attirer l'attention de votre destinataire. Doit donner au lecteur l'envie de poursuivre. Vous allez créer un suspense. L'introduction. Et on aura l'envie de poursuivre la lecture de votre mémoire. La partie expose l'aspect général du problème, hein, c'est la problématique, l'aspect général du problème. Pourquoi ce problème? Et
qu'est-ce qu'on veut aboutir, qu'est-ce qu'on veut avoir, pardon, comme résultat, qui peuvent être des solutions à ce problème. C'est-à-dire la première, pardon, c'est la première partie. Je ne sais pas si j'arrive de mettre quand même 10. Deuxième partie pose l'aspect particulier de la question. Maintenant, on rentre dans le détail. C'est l'aspect particulier qui est lié à la question, qui est bien sûr la problématique. Et la troisième partie annonce l'objectif du travail. L'objectif du travail, c'est quels sont les objectifs ou bien les buts qu'on veut atteindre à travers ce travail de recherche. Automatiquement, on va essayer de répondre au problème du départ. Ici, on doit donner un résumé ou bien d'une manière concise à la méthodologie. Okay? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir arriver, bien sûr, bien atteindre l'objectif de notre travail. Et là, on doit faire, bien sûr, enfin, parler un petit peu de la méthodologie dans l'introduction. Alors, l'introduction, vous allez on va se baser beaucoup plus sur la problématique. Quel est le problème? Pourquoi? Ça donne même la valeur pour votre travail. Parce que si le problème ne nécessite pas tout un travail de recherche, alors ça ne sert à rien de. Même le lecteur ne va pas lire après la suite. Mais si votre problématique est bien formulée et bien exposée, là, on peut bien sûr continuer à lire votre travail jusqu'à la fin. Et la troisième partie de votre introduction doit annoncer l'objectif. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre à travers ce travail de recherche? C'est à travers cet objectif-là que le lecteur décide, bien, il va prendre une décision à propos, bien sûr, de la lecture. Est-ce qu'il va continuer de lire le contenu du travail ou non? Parce que l'objectif, c'est lui qui va, bien sûr, le renseigner à propos des informations qu'il peut tirer dedans. Pourquoi le lecteur il va lire votre travail? Parce qu'il a besoin de ce travail-là dans son travail de recherche. Alors, il va faire une recherche documentaire. Alors, une bonne introduction peut, bien sûr, attirer l'intention des destinataires ou bien du public cible de même spécialité. Remarque, pour mieux l'adapter au contenu de votre mémoire, on parle à propos de l'introduction bien sûr, l'introduction est souvent rédigée au cours, bien en cours du travail. Bon, on peut commencer par une introduction, comment dirais-je, pré-introduction. Là où on va donner une pré-problématique. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on traite le travail de recherche, on peut, bien sûr, rencontrer des questions, d'autres questions qui sont des questions dérivées de la problématique, qui peut améliorer votre problématique, qui peut améliorer l'introduction. Pourquoi? Ça va vous donner, comment dirais-je, beaucoup plus d'informations, puisque vous allez obtenir des résultats au fur et à mesure. Avant d'arriver au résultat, d'abord, vous avez une petite partie bibliographique là où vous allez, bien sûr, jeter un coup d'œil sur les travaux antérieurs. Plutôt à travers ces travaux-là, c'est l'état de l'art, vous pouvez modifier votre introduction. Moi, je fixe au départ une pré-introduction bien pré-problématique. Ce que je vais faire avec le problème. Au fur et à mesure que vous faites une recherche, avant d'arriver au résultat, avant d'arriver à la partie bien, qui est personnelle. Je trouve qu'il y a des auteurs qui ont traité, par exemple, le paramètre. Je vais modifier l'introduction en fonction de ça. En plus, quand vous entamez la partie personnelle, propre à vous, alors vous allez faire soit des essais, soit une partie numérique ou autre, là aussi vous allez rencontrer des petites questions qui peuvent modifier votre introduction. C'est pour ça qu'on vous dit, et souvent rédigé en cours de travail. Et jusqu'à la fin, quand vous allez terminer, vous avez abouti à des résultats, c'est là où vous allez finaliser l'introduction générale. Ok? Parce que la troisième partie, comme on l'a déjà exposé, on doit
dire si on a bien sûr atteint notre objectif ou non à travers votre travail que vous avez effectué. Cela vous permettra de voir plus clairement la portée de vos objectifs, c'est-à-dire vous saurez précisément les tenants et aboutissements de votre sujet. Alors, la maîtrise du sujet commence au départ par une recherche bibliographique pour savoir ce que les gens ont trouvé à propos du travail. Après, votre touche personnelle à travers votre travail personnel. Et au fur et à mesure, hein, vous pouvez améliorer votre introduction. C'est pour ça qu'on vous dit ici, en cours de bien sûr, du travail. Matériel et méthode, c'est tout ce qui est matériel. Et quelle est la méthode? Là, on va développer. On a dit l'introduction, on va bien sûr résumer un petit peu la méthodologie. Par contre, faire de la partie matériel et méthode, on développe. On va donner un aperçu sur le matériel. Des fois, ça nécessite même de donner bien sûr le principe, les étapes et tout le détail, tout ce qui concerne l'échantillon, s'il s'agit d'un essai ou bien un logiciel, s'il s'agit d'une partie numérique par exemple. On a dit on va envoyer les gens vers l'annexe. Mais ce qui est important d'une manière concise doit être la partie matérielle et méthode. La même chose, la méthode. Comment je vais travailler? Alors, comment ai-je travaillé? Comment j'ai travaillé? Et quelle est la méthode que j'ai suivie dans mon travail de recherche? On y trouve donc dans l'ordre où vous avez utilisé ces divers éléments. Premièrement, le nom des bases. Vous allez donner base de données utilisée pour la recherche bibliographique et les mots-clés qui ont été, bien sûr, entrés. Un petit rappel sur la méthode. La méthode تبدأ la recherche bibliographique. Okay. Décrire la méthode d'investigation utilisée. Alors ici, je rappelle, soit tout ce qui est expérimentation ou bien numérique. Si le choix de la méthode a été motivé par un aspect bien précis de votre travail, alors il faut l'expliquer. Ça, c'est la motivation. Le protocole d'étude doit être explicité. Alors, on a explicité et bien sûr, entre parenthèses, justifié et expliqué, bien sûr, en utilisant quelques phrases, ce qu'on appelle phrases explicites. Je m'explique. La description de la méthode. Quand il s'agit des essais, alors c'est l'investigation. Hein. Quand il s'agit, par exemple, d'un logiciel de calcul, là aussi, hein, vous devez donner une petite description de votre logiciel. Et on a des sans trop détaillés. Pourquoi? Parce que je peux mettre le détail, du détail, l'annexe. Vous allez expliquer un petit peu le choix de la méthode. Pourquoi? Motiver alors. Pourquoi vous avez choisi cette méthode-là? Si trop de termes particuliers doivent être utilisés, un glossaire en annexe est préférable. Alors, si vous avez utilisé beaucoup de termes particuliers techniques, et on ne peut pas donner la définition et la signification dans la partie méthode et matériel, mais on peut créer ce qu'on appelle un glossaire. Le glossaire sous forme de, je ne sais pas, c'est chaque mot pour lui donner, bien sûr, l'explication du terme. OK? Qu'on peut trouver, vous voyez, en annexe. On va l'envoyer en annexe pour ne pas encombrer, bien sûr, le contenu ou bien le volume. Le mode de recueil des résultats. Le mode, quel est le mode que vous avez choisi dans, bien sûr, la collecte des résultats. La façon de les analyser. Alors ici, c'est l'interprétation. Les méthodes statistiques utilisées, vous avez utilisé des méthodes statistiques ici quand on fait beaucoup d'essais pour avoir la moyenne, dans le but bien sûr de diminuer l'incertitude, on aura besoin toujours d'une méthode statistique
à propos de ces essais-là. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé beaucoup d'échantillons. Okay? Les indicateurs mesurés, tout ça doit être dans la méthode. C'est la méthode et qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat. Les modalités, bon, trouver comme résultat, mais sous forme de recueil, sans détailler, parce qu'on va être résultat pour les interpréter, on va ou bien pour les présenter d'abord, avant de les imprêter ou bien de discuter ces résultats-là, c'est dans la rubrique résultats et discussions. Et il y a un recueil seulement, sous forme d'un résumé. Les modalités de validation de votre méthode. Est-ce que vous pouvez valider? Des fois, ça nécessite de faire une petite simulation numérique pour qu'on puisse valider. Ça va dépendre de votre sujet, bien sûr. En résumé, la partie matérielle et méthode, je vais le résumé, c'est un résumé de la partie matérielle et méthode. Doit décrire précisément l'étude ou le terrain sur lequel la recherche a porté, ce que l'on cherche à évaluer, la méthode, les critères de jugement sur lesquels l'évaluation a porté, le déroulement d'études étape par étape. Déroulement d'études étape par étape, ici entre parenthèses, vous allez bien sûr donner même le fonctionnement de l'appareillage ou bien du matériel. Le texte doit être rédigé au passé. Là, c'est quelques consignes de rédaction. Ne doit surtout pas comporter de résultats ni de commentaires. Bon, surtout, les commentaires et bien sûr les résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie consacrée pour ce but. Le lecteur doit pouvoir vérifier le travail effectué pour juger de sa crédibilité. Si vous donnez la méthode et le matériel, le lecteur ou bien le destinataire peut vérifier et juger la crédibilité à travers une petite vérification, par exemple le matériel. Je vais voir est-ce que vous avez appliqué en rigueur la norme. Et la norme, vous devez me la donner en complète, l'annexe. Je vais revoir, je vais voir la norme et je vais juger la crédibilité de votre travail. La partie résultat, on doit trouver dans cette section résultats d'investigation, d'analyse ou bien d'essai réalisé. Qu'est-ce qu'on a observé? Tous les résultats, rien que résultats, c'est la partie résultats, qui peuvent être sous forme de tableau, courbes et autres. Alors, aucun commentaire n'est placé à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'on a la partie interprétation ou bien discussion. En résumé, cette partie doit présenter tous les résultats utiles, mais sans détail et sans commentaire. Doit être rédigée d'année au passé. On a trouvé, et doit suivre un ordre rationnel. Rationnel, c'est par rapport, bien sûr, aux étapes que vous avez effectuées la méthode. Vos figures et tableaux permettent de donner le maximum d'informations dans le minimum de place. C'est là, c'est une méthode de rédiger d'une manière concise. On a dit tout ce qui est important dans un peu d'espace. Ça veut dire, je vais donner toutes les valeurs dans des tableaux. Et on va gagner de l'espace. On peut donner des courbes, figure, par exemple, on présente et on donne bien sûr un paramètre en fonction de l'autre dans une figure. Et ça va vous renseigner sur beaucoup de choses. Vous pouvez tirer beaucoup d'informations à partir de cette figure. Vous revenez sur le cours de TEC, il me semble, comment tirer l'information à partir d'un tableau et des figures, des courbes. Alors, on vous dit donner le maximum d'informations dans le minimum de place, de façon synthétique et claire. C'est une synthèse, ok? D'une manière claire. Vous voyez la courbe, vous pouvez tirer beaucoup d'informations. Vous pouvez avoir une synthèse à propos du travail qui a été effectué, les résultats trouvés. Vous
chiffres doivent être cohérents automatiquement. Là, sinon, comment dirais-je, c'est la maîtrise du domaine lui-même. Comment peut-on savoir ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont cohérents ou non? Si vous donnez une valeur d'un comportement, par exemple, d'un matériau X, si on ne maîtrise pas le domaine, on ne peut pas savoir si le chiffre est cohérent. Ça veut dire on doit être dans l'intervalle XY. Hein, OK? Et vos chiffres doivent être, bien sûr, dans cet intervalle si vous avez étudié un tel ou tel comportement. Évitez les pourcentages sur des petits nombres. Alors, le pourcentage, en général, il est demandé quand on a beaucoup d'essais par rapport, par exemple, à je ne sais pas, un point, on traite un point, par exemple, l'étude d'un comportement. Il nous faut, bien sûr, un essai à réaliser. Donc, même, on va faire beaucoup d'échantillons. Et chaque échantillon, par rapport à l'ensemble, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'essais, on peut étudier des pourcentages. On va donner des chiffres bruts, les valeurs qui sont représentées chiffres par pourcentage. C'est plus facile à comprendre que de donner sur une forme de pourcentage. Les tableaux et figures, pour une même information, il faut choisir entre tableau et pourquoi les 20 tableaux qui vont sur des fonctions que je peux présenter sous forme d'une courbe. Alors, c'est pas la peine de donner les deux. Les légendes et les titres, tout ça pour la figure, le titre doit être en bas. Pour le tableau, le titre doit être au-dessus. On vous dit, les légendes des titres doivent contenir tous les éléments aussi, parce qu'ils vont vous renseigner sur un paramètre en fonction de l'autre, on le trouve dans le titre, et légende comme, bien sûr, l'explication des termes, bien, en général, je pense que c'est le miftah, okay, nécessaire à la compréhension des tableaux et figures. La légende et les titres sont très importants. Légende, je donne un exemple. Si vous avez tracé plusieurs courbes dans le même graphique, hein, qui vous renseigne sur un paramètre en fonction de l'autre, l'évolution d'un paramètre en fonction de l'autre. Alors, dans la courbe, les titres sont les mêmes. Et à l'intérieur, je donne une légende. Par exemple, la ligne en jaune, c'est un pourcentage donné. Vous avez vous avez réalisé un essai pour un pourcentage d'un ion hydraulique 10. La courbe verte, il y a la légende. Okay? Ils doivent être compréhensibles indépendamment du texte. Alors, sans donner le texte, vous jetez un coup d'œil sur un tableau et la courbe donnée dans une figure, vous pouvez interpréter et comprendre le résultat, bien l'information qu'on veut donner à travers ce tableau, bien cette figure. Mais appelez dans le texte et numérotez dans leur ordre d'apparition. Ça veut dire, si je donne une figure, je dois l'introduire dans un texte avant. Par exemple, hein, le comportement de ceci est donné dans la figure, hein, par exemple, numéro 1, qui nous renseigne sur. Alors, dans le texte, on a figure 1. Et juste avant, on doit trouver la figure. Et à ce moment-là, figure 1, quand on parle de figure 2, ça doit être figure 2, vous allez suivre l'ordre d'apparition. Ça facilite même, bien sûr, comment dirais-je, l'opération de citer ces figures-là dans la page des listes des figures par ordre. Différence entre tableau et figure. Là, la différence, je pense que c'est clair. Pour les figures, une légende écrite en dessous, en général, ou bien à côté.
numérotés en général en chiffres arabes. Par contre, les tableaux ont un titre dessus, la figure on a dit au-dessous, sont numérotés, mais ce n'est pas la légende, c'est le titre. Hein. Légende, c'est autre chose. Le titre en dessous. Et la légende, ça peut être dessous ou bien à côté ou bien en haut. Hein. Alors, sont numérotés en chiffres romains quand il s'agit de tableaux. Mais ça reste un choix. Hein. Ça reste un choix. Des fois, il y a des consignes et des exigences dans la rédaction. Alors, on doit suivre les spécifications. Les unités de mesure doivent être indiquées, les abréviations sont standardisées, doivent être expliquées. Naya, vous aurez besoin d'une liste d'abréviations. Alors, vous allez donner tous les termes que vous avez abrégés en entier. La partie discussion, c'est ici que sont interprétés les résultats et que vient la réponse à la question de recherche du départ. En discutant les résultats, on doit interpréter les résultats et à ce moment-là, soit on trouve la solution, soit on propose d'autres méthodes ou bien un autre travail pour arriver à la solution. Alors, la solution du problème posé, la problématique, doit être dégagée. La partie interprétation des résultats. J'ai fait un essai, j'ai trouvé un résultat. Je vais voir les résultats. Est-ce qu'il répond bien sûr à la question du départ. C'est ici qu'on doit dégager les réponses pour pouvoir les mettre dans la conclusion. Les points suivants doivent être vérifiés. D'abord, l'étude, bien sûr, teste bien l'hypothèse du départ. Est-ce que les hypothèses du départ sont confirmées par le résultat? Okay. Le type d'étude est approprié à la question. Le type d'étude que vous avez fait en relation avec la question du départ. Le protocole de départ a été respecté. Est-ce que vous avez respecté ou non? Là, dès que vous aurez des résultats qui ne confirment pas les hypothèses, il faut vérifier si le protocole de départ a été respecté ou non. Alors, il y a une liaison entre les deux. La taille de l'échantillon était suffisante. Naya, j'ouvre une parenthèse. Si on veut étudier un comportement, par exemple, mécanique, je vais rester dans le domaine, soit sol ou bien, peu importe le matériau, hein, à ce moment-là, est-ce que l'échantillon que j'ai utilisé est représentatif? Parce que des fois, on prend des petits échantillons. Dans la réalité, ce que je dois étudier, c'est vaste. Un exemple. Je vais étudier un comportement d'un sol pour le but de recevoir un projet routier. Alors, je vais prendre un échantillon. Si l'échantillon est trop petit, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire pour représenter soi-disant la réalité? On va prendre beaucoup d'échantillons dans des endroits un peu différents, d'une distance bien déterminée. Sinon, quand on réalise bien sûr le projet, je vais directement prendre l'échantillon, une carotte représentative, de dimension bien déterminée, pour que, bien sûr, le résultat après soit, bien sûr, bien représente la réalité. Soit-disant, il y a ce qu'on appelle plutôt l'échantillon représentatif. On vous dit la taille de l'échantillon était suffisante ou non, à travers la discussion et l'interprétation. Tout ça, bien sûr, doit être pris en considération pour qu'on puisse interpréter. Maintenant, on obtient un résultat qui est un peu négatif par rapport à ce que j'attends comme résultat, parce que l'échantillon n'est pas représentatif, parce que l'échantillon n'a pas été préparé. Quand on prépare un échantillon par rapport au sol intact, ça sera un échantillon remanié. Si vous n'avez pas bien préparé, ça ne représente pas la réalité. Donc, les trucs d'interprétation. Dans une étude comparative, le groupe témoin était approprié. Le groupe témoin, c'est qui? C'est ce que vous avez tiré des travaux antérieurs, les résultats que vous avez tirés des autres travaux, des autres chercheurs. Alors, à ce moment-là, vous allez comparer ce que vous avez trouvé avec ce que vous avez, bien sûr, tiré de l'état de l'art, ce qu'on appelle l'état de l'art, les travaux antérieurs.
L'analyse statistique est pertinente. Des fois, l'analyse statistique, on va revenir sur le terme statistique. Si vous avez effectué beaucoup d'échantillons, l'analyse statistique est très importante. Ça va vous donner une idée sur, bien sûr, la faisabilité et la crédibilité des résultats que vous avez trouvés. Les conclusions tirées sont, bien sûr, déductibles des résultats. Ça veut dire chaque résultat, je peux le mettre, enfin, la conclusion de cette partie, parce qu'il faut faire la différence entre la conclusion générale et cette partie. On doit mentionner tous les résultats qu'on a trouvés. Maintenant, la conclusion, je vais donner les résultats qui peuvent répondre, ou bien qui répondent à la question de départ, sans donner trop de détails. Tout ce qui est détail à propos de résultats doit être la discussion et interprétation. Alors, qui dit discussion, vous pouvez rajouter entre parenthèses interprétation. La confrontation de vos résultats avec ce que vous attendiez est un élément important. Moi, j'ai un objectif à atteindre. Alors, au départ, j'ai une prévision à peu près, en faisant toute une recherche bibliographique, selon la littérature, qu'est-ce que les autres ont trouvé. Je peux prévoir à peu près mon résultat. Alors, est-ce que ce qu'on trouve, ce qu'on appelle la confrontation de vos résultats avec ce que vous attendiez, est très important ici. Est-ce que vous avez atteint l'objectif? Est-ce que vos résultats, bien sûr, confirment les hypothèses? Parce que vous allez supposer et après on trouve. Est-ce que les résultats confirment? Seulement, si les résultats ne confirment pas les hypothèses du départ, ils ne sont pas, bien sûr, semblables avec les résultats qui ont été déjà trouvés à propos du sujet, là, vous devez automatiquement donner la cause. Toujours la discussion et l'interprétation. L'hypothèse de travail est-elle confirmée ou non? Alors, si elle est confirmée, elle n'est pas confirmée, vous donnez la cause. On peut résumer donc cette partie comme suit. Partie discussion. Le but est d'interpréter le travail réalisé. Je vais discuter, interpréter. Il convient d'exprimer personnellement ce que l'on pense déjà, sans utiliser d'expression émotionnelle. Ça n'a rien à voir avec l'émotion. C'est purement scientifique. Alors, ce que j'ai trouvé, je vais le donner, sans modifier. J'utilise la forme, bien sûr, passé, tous les verbes, pardon, passé, c'est le passé, pour, puisque vous êtes en train de donner un travail, d'exposer ce que vous avez trouvé comme résultat scientifique. Ne pas répéter ce qui a été dit dans l'introduction, faites attention pour ne pas. Alors, vous allez reformuler. S'il y a une nécessité de reprendre, alors je vais reformuler d'une manière à différencier un petit peu le passage qui a été donné dans l'introduction. Et aucun résultat nouveau ne doit être donné. Pourquoi? Vous allez donner seulement vos résultats que vous avez trouvés. 3 objectifs doivent être réalisés dans cette partie. Dire si l'objectif exposé de l'introduction a été atteint. Premièrement, identifier et exposer les biais sans autocritique excessive. Alors, je ne vais pas m'autocritiquer parce que vous allez critiquer vous-même. OK? Comparer les résultats observés à ceux d'autres études. Alors, les résultats des travaux antérieurs dans, que vous avez effectués dans le chapitre état de l'art. Selon la littérature, quels sont les résultats que vous avez trouvés? Pardon. Alors, ne pas faire d'inexactitude. Exactitude et d'inexactitude dans la transcription des résultats d'autres études. Je ne peux pas, ou bien je n'ai pas le droit, soi-disant, de donner la cause dans le cas où votre résultat ne correspond pas bien, n'est pas conforme avec un autre résultat d'un autre chercheur, vous n'avez pas le droit de vérifier l'inexactitude. La partie discussion et interprétation. L'inexactitude des résultats et des informations doivent être vérifiées au départ, la partie bibliographique. Juste vous donner vos résultats, rien que vos résultats, comme il a été dit, tout en soulignant, rien que vos résultats.
Et dans la conclusion, en quelques lignes, on va rappeler, sous forme de résumé bien sûr, ce qui est démontré et les messages importants qui en découlent. Alors, toutes les informations importantes qui ont un rapport avec ce que vous avez traité comme, bien sûr, sujet et ce que vous avez trouvé comme résultat, ce que vous avez démontré. Et un travail de recherche clôt rarement un sujet. Alors, un travail de recherche, euh, il ne ferme pas directement la porte juste après bien le fait de terminer un travail de recherche, c'est bon, on a traité le sujet. Non, mais toujours un travail de recherche ouvre ce qu'on appelle des pistes de recherche, hein, sous forme de perspectives et recommandations. Hein, je peux proposer une suite pour ce travail. Je peux carrément ouvrir une autre piste de recherche. Ça veut dire, je peux donner un autre sujet qui est lié, mais qui sera différent. Je vais proposer de continuer, par exemple, le travail en faisant des autres essais qu'on n'a pas pu faire. Okay? On ne peut pas faire tout dans un seul travail de recherche. En général, le travail de recherche aboutit toujours aux différentes pistes de recherche. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par un sujet X, par exemple, vous allez lire beaucoup de documents et à chaque fois, vous allez, la conclusion, vous pouvez bien sûr formuler un sujet sur lequel vous allez travailler dans la partie perspective. C'est ici qu'on va ouvrir les pistes. Hein, ouvre généralement de nouvelles voies. C'est ici qu'on ouvre des pistes de recherche. Vous allez choisir un sujet et ça sera une continuité de ce travail-là. Et avec la conclusion. Bien sûr, la conclusion, tous les résultats, bien sûr, que vous avez trouvés, surtout les résultats principaux, qui peuvent répondre à votre, bien sûr, question de départ. Donc, la conclusion reprend les points importants de chaque chapitre du mémoire. Sous forme de résumé, chaque chapitre, je donne un petit résumé. Okay? Met en valeur les messages clés de l'étude. Les messages clés, les messages, c'est des informations hein, sous forme de résultats que vous avez trouvés. On dit message, c'est un mot technique propre à la communication, mais en réalité, c'est des informations. Les informations, donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat comme information, c'est des résultats. Okay? Peut se terminer en exprimant les incertitudes, en suggérant bien sûr des inconnus, en ouvrant sur d'autres travaux pour l'avenir. Naya, s'il y a, par exemple, si vous avez effectué beaucoup d'essais, vous avez abouti à une quantité de résultats très très importante, ça nécessite bien sûr de faire une petite étude statistique à propos de ça et une étude d'erreur. C'est très important. Ça sera facile de faire l'étude, bien sûr, d'erreurs. C'est pour ça qu'on vous dit peut se terminer en exprimant des incertitudes. L'incertitude, c'est quoi l'étude? C'est l'étude de l'erreur. Hein. C'est une calcul de, par exemple, ce qu'on appelle l'écart type. Normalement, et une étude en parallèle, c'est la statistique vu, bien sûr, la quantité de résultats que vous avez trouvés. Le résumé qu'on doit mettre soit au départ ou bien à la fin, on a dit souvent, c'est au départ avant l'introduction générale. C'est la partie la plus lue de la thèse. Pourquoi? Elle est courte. Dans un temps limité, on peut lire le résumé. À travers le résumé, on peut avoir une idée sur le contenu d'un document, bien d'un travail scientifique. Contrairement à l'introduction générale. L'introduction générale, ça vous donne beaucoup d'informations sur ce qui a été fait. Qu'est-ce que l'auteur a fait exactement avant d'entamer la lecture des différents chapitres et bien sûr peut-être prendre des résultats de ce document-là qui vont servir comme information dont vous avez besoin. Alors, nécessairement, la structure de résumé doit suivre le plan EMRAD. Pourquoi? C'est un résumé qui va nous renseigner sur le contenu du travail. D'une manière, bien sûr, brève,
et concise. Les MRAD, introduction, matériel, méthode, résultat, discussion. Tout ça dans le résumé. Alors, à votre avis, il suffit de lire le résumé, vous pouvez avoir une idée sur tout ce qui a été fait dans, bien sûr, le travail de recherche. Et vous jugez la pertinence de ce document. S'il répond à mon besoin d'information, je le garde, sinon. Maintenant, si je vois que le résumé, bien sûr, répond à mon besoin d'information dans mon travail de recherche, je vais encore lire les détails. Où est-ce que vous allez trouver les détails à propos de la problématique et la méthodologie et l'introduction générale. Okay. Après, avant de jeter un coup d'œil sur les différents chapitres, je vais directement à la conclusion. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme résultat? Quand vous jugez que le travail est important pour vous, et pour pouvoir juger, il faut lire le résumé. C'est pour ça qu'on vous dit la partie la plus lue de la thèse ou bien d'un mémoire, d'un travail scientifique, c'est le résumé. Le construire selon le plan EMRAD, 2 à 3 phrases pour chaque chapitre parce que c'est le résumé et ne doit pas contenir d'appel à des références ni abréviations. On ne trouve pas d'abréviation et on ne trouve pas des références bibliographiques. Les références doivent être dans le développement. Qui dit développement, j'ouvre la parenthèse, un chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ainsi de suite. Là où vous développez votre travail de recherche. Ici, surtout la partie bibliographique, ça fait partie de votre travail de recherche, c'est la partie essentielle. Sans cette partie, vous ne pouvez pas démarrer votre travail de recherche et vous allez trouver dans cette partie beaucoup de références. La même chose dans la partie, par exemple, expérimentale qui est propre à vous. Je trouverai quelques références. Pourquoi? Parce que je compare avec un résultat d'un autre auteur. Ici, vous allez bien sûr aussi trouver les références. Mais dans le résumé, on ne va pas utiliser les références. À ce moment-là, on ne trouvera pas ni le numéro entre crochets, ni, comment dirais-je, auteur, date, et non plus les abréviations. Vous devez écrire toutes les phrases, bien sûr, entièrement. Avant d'entamer la partie soutenance qui est très simple, est-ce que vous avez des questions à propos de mémoire? Vous voyez, c'est très important de maîtriser tout ça. Ça va faciliter la tâche quand vous allez préparer vos mémoires de fin d'études à la fin. Surtout la méthode, le plan type qui est EMRAD. Pour ne pas oublier de l'utiliser dans votre travail de recherche. Surtout les gens qui veulent faire de la recherche. Un sujet de recherche, purement recherche. Parce que des fois, un sujet de calcul, ça sort un petit peu de ce plan-là. C'est une autre structure, bien ossature, que vous pouvez opter pour un projet de calcul, on va dire calcul bâtiment, calcul d'un ouvrage ou autre. Mais quand il s'agit d'un sujet de recherche, vous devez suivre le plan EMRAD dans votre mémoire de fin d'études. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais enchaîner directement avec la soutenance. Okay. 2 pages, je pense, en 2 pages. Vous connaissez, vous avez une idée sur la soutenance, vous avez déjà la notion soutenance en langue étrangère. On vous dit la soutenance du mémoire est l'ultime étape pour valider maintenant votre master. Ça veut dire qu'on attend juste après la soutenance quand on délivre un diplôme de master. Cette épreuve orale vous permet de présenter votre mémoire à un jury en exposant votre raisonnement et votre méthodologie de recherche sur un thème précis, bien déterminé. C'est-à-dire, il exprime de manière concise et synthétique le contexte, les raisons d'une recherche, puis ses méthodes, ses résultats et ses conclusions principales. Vous voyez, le jour de soutenance, vous devez englober tout ça, qui va résumer, soi-disant, la quantité de travail que vous avez mise dans votre mémoire de fin d'études. Okay? Donc, une soutenance n'est pas un résumé du travail, surtout pas une lecture au galop. Au galop, maintenant, rapidement.
Il ne suffit pas de mettre une quantité de texte sur les pages PowerPoint et vous allez lire. Ne dis pas tout ce que le travail contient. Ça veut dire tout ce qui concerne les détails et les idées, on va dire, accessoires qui sont quand même importantes que vous avez pu tirer de votre travail. On ne va pas les mentionner le jour de soutenance, mais on les laisse dans le contenu. Parce que vous avez en parallèle soutenance, vous avez le mémoire. Tout ce qui est, bien sûr, détail, qui va prendre du temps, parce que la soutenance, vous êtes limité par le temps, on va le mettre dans mémoire. Alors ici, vous laissez juste tout ce qui est important sous forme de résumé. Vous allez résumer la quantité de travail que vous avez réalisé dans le mémoire de fin d'études le jour de soutenance. Ne développe pas toute l'argumentation et l'analyse de la recherche. Vous allez choisir intelligemment l'argumentation importante et les parties que vous devez analyser de votre recherche. Ce qui est important pour ne pas dépasser le temps alloué. Comment se déroule la soutenance du mémoire de master? La plupart du temps, la soutenance du mémoire se déroule en deux parties. Vous avez la partie présentation, maximum 30 minutes pour un PFE, je pense c'est 20 minutes. Ça va dépendre du président et juré. Il y a des présidents qui accordent 30 minutes, il y a des autres, ils vous disent c'est un mémoire de fin d'études, vous ne pouvez pas ou bien vous n'avez pas le droit de dépasser 20 minutes. Et vous avez la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle partie questions-réponses. Une fois que vous avez présenté, il faut se préparer à recevoir des questions de la part de jurés ou bien d'assistance. La présentation orale, 30 minutes à peu près, maximum, j'ai dit maximum, durant laquelle vous présentez le raisonnement de votre mémoire et le juré ne prend pas la parole. Juré, votre présentation doit suivre un plan logique et argumenté devant occuper toute la durée accordée. Alors, vous devez occuper de la présentation, doit occuper toute la durée occupée pour pouvoir expliquer et bien sûr donner tout ce qui est important. Quel que soit X, vous allez voir que quelle que soit la durée qui a été accordée, vous allez voir que c'est insuffisant, surtout quand il s'agit d'un sujet très très important et quand il s'agit d'un étudiant qui maîtrise très bien son sujet. Alors, toujours, il aura besoin d'un temps pour bien expliquer et défendre la quantité de travail. La deuxième partie, juste après 30 minutes, maintenant, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Vous allez seulement écouter et le juré va prendre la parole et vous pose des questions. Si on vous donne la parole pour répondre, sinon, écoute. OK? La deuxième partie est un échange avec le juré sous forme de questions-réponses. Question, après, on vous donne la parole pour répondre. Okay? Le juré revient sur votre mémoire ou votre présentation orale. Maintenant, il peut utiliser seulement la présentation orale s'il n'a pas de mémoire devant lui. Mais en général, il y a toujours un examinateur qui possède votre mémoire de fin d'études. Même un juré qui n'a pas eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur votre mémoire de fin d'études, il peut le demander sur place de l'examinateur et il peut jeter un coup d'œil rapidement pour vous poser bien sûr des questions. OK? Et il lève d'éventuelles ambiguïtés, s'il y a bien sûr des confusions, des anomalies, et vous donne l'occasion, bien sûr, d'affiner vos réflexions à l'oral. Automatiquement, il faut donner des explications s'il y a bien sûr, ce qu'on appelle l'ambiguïté, entre parenthèses, ce qui est jugé compliqué, anormal, et vous n'avez pas remodate l'ambiguïté. Alors, vous n'arrivez pas à comprendre à travers votre travail, bien sûr, que vous avez donné dans mémoire ou bien dans la présentation. On vous donne sous forme de questions et on vous donne l'occasion d'expliquer et d'affiner vos réflexions à propos de ce point-là oralement. Les questions peuvent porter sur le contenu de votre mémoire, s'il s'agit d'un examinateur parce qu'il a eu l'occasion d'examiner et de voir le mémoire. Votre présentation orale pour un autre
membre de jury qui n'a pas eu l'occasion de lire le mémoire, alors on se contente de la présentation. Hein. Juste, on va assister à la présentation. Je peux tirer des questions sur place à propos de ce que vous avez présenté. Votre méthodologie de travail, de recherche de sujet et des résultats trouvés. Vous avez trouvé un tel ou tel résultat que je juge par exemple négatif, soi-disant un comportement en cisaillement, vous avez trouvé une résistance très faible, or que le matériau lui-même, normalement, selon la littérature, selon tout un bagage bien sûr scientifique, s'il s'agit d'un expert, parce que le nombre de jurés, c'est des personnes de spécialité, normalement, vous devez trouver autre chose à expliquer. D'ailleurs, la question, c'est d'expliquer et d'interpréter ce résultat. Tout ça doit être, bien sûr, le jour de ce classe. Vous ne pourrez jamais répondre à toutes les questions si vous ne maîtrisez pas votre travail. Maintenant, si vous réalisez votre travail personnellement, hein, automatiquement, vous allez le maîtriser. Maintenant, si une autre personne a travaillé à votre place, le jour du classe, il faut s'attendre à du blocage, le stress, le trac et le blocage au niveau réponse-question. Bien, question-réponse. Je vous conseille de faire le travail vous-même, de maîtriser très bien le sujet. Vous avez des questions à poser, il faut les poser, il faut demander des explications, il faut demander de l'aide de votre promoteur. Des explications, bien sûr, pour votre promoteur. Il faut confirmer des résultats. Pourquoi si je garde l'exemple, le dernier exemple, un résultat négatif doit être confirmé. Je vais encore faire l'essai, je confirme. Je vais encore faire un autre essai. Des fois, ça nécessite la moyenne des trois pour être sûr, diminuer l'incertitude. Je vais comparer mon résultat avec d'autres résultats qui ont été trouvés, et le jour de ce tenance, si j'aurai la question, une question à propos de ce résultat-là, j'aurai, bien sûr, je saurai comment répondre parce que vous avez fait un effort et vous avez cherché. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous allez bien sûr répondre par le silence et à ce moment-là, on peut dire que vous ne maîtrisez pas votre travail de recherche. Un exemple, le plan d'exposé possible. Le plan, ça va suivre d'une manière générale un petit plan EMRAT. Vous devez donner une introduction, les raisons de votre choix et la construction de la problématique, la méthode, comment vous avez procédé et les raisons de choix principaux, bien sûr, pourquoi vous avez choisi telle ou telle méthode, les principales définitions qui cadrent votre travail et votre sujet, et les grandes lignes de son plan. D'ailleurs, la méthode, ce qu'on appelle la méthodologie d'une manière générale. Les résultats, vous allez sélectionner quelques résultats les plus intéressants par rapport aux résultats accessoires, présentés sous forme synthétique, tableau ou bien graphe. Synthèse, vous devez bien sûr faire une synthèse tout en discutant et interprétant. L'interprétation, discussion. Et vous terminez par une conclusion qui contient l'essentiel de résultats que vous avez trouvés, qui peuvent répondre à la question du départ que vous avez donnée, bien sûr, dans l'introduction. L'introduction, on vous dit, on a abouti à la question de recherche, c'est la problématique. Ce que ces résultats, la synthèse, discussion et conclusion, ce que ces résultats vous ont permis de déduire, comprendre sur votre sujet, et vous pouvez même comparer avec d'autres résultats. Mettez ces réflexions en perspective et apportez votre opinion personnelle. Je peux comparer mes résultats avec un résultat d'un travail ultérieur et je vais donner, bien sûr, l'explication selon mon opinion, bien mon point de vue. Et enfin, bilan et perspective, on a dit un travail de recherche, toujours, bien sûr, se termine par une ouverture, mais non pas fermeture. Je ne vais pas fermer sur le sujet, mais j'ouvre d'autres pistes. Alors, ce qu'on appelle perspective.
Comment pourrait, bien sûr, t'en poursuivre cette étude? Prenez un peu de recul par rapport à votre travail. Naya, bilan général, hein. Qu'avez-vous appris avec ce travail de recherche? Comment referiez-vous ce travail? C'est bien sûr, ça nécessite de, comment dirais-je, se référer à d'autres. La parole est l'exposé. Maintenant, comment je vais exposer, bien sûr, le jour de la soutenance. Commencez par donner le plan de votre exposé, un petit plan émeraude, tout en liant, hein, bien sûr, tout en assurant une transition. Transition, par exemple, d'une partie à l'autre. Je vais vous parler de 1, 2, 3, 4. Après, à chaque fois que vous passez d'une partie à l'autre, vous allez bien sûr faire une transition. Vous allez lier, soi-disant, la partie 1 avec la deuxième partie. Là, c'est vous allez choisir des expressions que vous allez utiliser. C'est le speech, hein, ce qu'on appelle le speech. Il s'agit d'un exposé sur votre travail. Ne lisez pas le texte parce que normalement vous maîtrisez. Je ne vais pas lire, mais je peux bien sûr parler sans lire dans une feuille. Ne vous perdez pas dans les détails. Il ne faut pas trop détailler d'une façon pour ne pas se perdre, hein, tout simplement. Donnez envie d'en savoir plus. Ceux qui veulent prendront le temps de lire votre travail lui-même. Alors, je ne vais pas trop détailler, je laisse le détail dans le mémoire. Maintenant, s'il y a des gens qui ont envie de lire le détail et qui veulent qu'ils consultent pardon, le mémoire. N'utilisez des termes techniques qu'après les avoir définis. Alors, tout terme que vous allez utiliser, il faut être responsable. On évite d'utiliser des termes qu'on ne maîtrise pas, parce que un juré, un membre de jury, par exemple, peut nous poser la question à propos de ce terme-là. Alors, il faut le maîtriser avant de le mettre. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle, il faut être responsable sur tous les termes, euh, tout ce que vous avez, bien ce que vous allez exposer et ce que vous avez mis dans le mémoire. Okay. Parlez en regardant le public, hein, par respect. Vous allez regarder le public, surtout le jury. Pour un travail en binôme, il faut organiser bien le passage de parole avec deux personnes, deux étudiants, hein, en utilisant des phrases de transition. Je passe la parole à mon binôme va vous expliquer la partie 2, ainsi de suite. Là, c'est un speech que vous allez bien sûr préparer. N'oubliez pas de contrôler le temps. Il est important de respecter le temps imparti qui vous a été donné, le temps imparti. Il vaut mieux traiter calmement une sélection de points que de vouloir galoper pour tout dire. Alors vous allez, comment dirais-je, courir. Alors, hein, il ne faut pas être rapide pour tout dire et les personnes qui suivent votre présentation vont se perdre parce que vous donnez trop d'informations rapidement, on ne peut pas arriver, on ne peut pas comprendre ce que vous voulez dire. Alors, il faut bien sûr une sélection de points bien sûr, à exposer le jour de la soutenance. Si on s'aperçoit qu'on est en retard, ne pas accélérer, mais laisser tomber des points moins importants. Le point, il faut le prévoir à l'avance dans une feuille avec les points essentiels et ce qu'on appelle, euh, on va dire, moins importants, bien accessoires. Bien sûr, ils sont importants vis-à-vis la quantité de travail qui a été effectuée. Pour vous, c'est important parce que vous avez trouvé ces résultats-là. Mais il y a toujours une priorité. Je préfère un résultat majeur principal qu'un autre résultat secondaire. Maintenant, si vous avez le temps, vous allez donner tout. Sinon, au moins, vous avez préparé déjà les points importants sur lesquels vous allez, bien sûr, s'attarder ou bien les points que vous allez donner. Il est essentiel, alors j'insiste sur à prévoir à l'avance. Si vous n'avez pas prévu, vous ne saurez jamais le point important et le point essentiel par rapport à un point secondaire. Le jour de soutenance, il y a le trac et le stress, alors vous allez mélanger le tout. Alors il faut toujours se préparer avant. Il est essentiel de s'exercer à plein voix
et minuter bien sûr son exposé avec un public. Ok? Ça veut dire s'exercer avec un public. Mais avant la soutenance, hein, vous allez faire une présentation avec votre binôme et lui il va bien sûr déclencher le chronomètre et va vous donner le temps. Hein. Entre amis, vos parents à la maison, il faut s'exercer hein, avant de venir le jour J et exposer votre travail sous forme de soutenance, ou bien le jour de soutenance. Le principe général de la soutenance de mémoire est d'avoir une discussion simultane. Alors, Naya, simulante, pardon, c'est ce qu'on appelle un débat scientifique à propos de ce sujet-là, ou bien du travail de l'étudiant. On va créer un débat, une discussion hein, entre jurés, simultanée entre jurés et l'étudiant. Vous allez donner de la valeur pour votre travail. D'ailleurs, tous les sujets qui sont importants, bien sûr, nécessitent le débat, bien ce débat, cette discussion. Okay? Le candidat démontre hein, au cours de ce débat-là, il va démontrer sa maîtrise du travail de recherche qu'il a réalisé. Et ça va juger sur, bien, les membres du jury vont juger la capacité de l'étudiant à présenter, à défendre et à bien sûr, présenter, à défendre le travail de recherche qui a été réalisé. Est-ce qu'il maîtrise très très bien son travail ou non? Sur ce, s'achève le débat. Tel qu'il est, ça va vous servir pour le S2 quand vous allez préparer, bien sûr, vos mémoires de fin d'études et quand vous allez préparer vos soutenances. S'il y aura de soutenance, espérons qu'il y aura de soutenance parce que ça donne de valeur pour, bien sûr, les travaux, les différents travaux des étudiants au lieu de faire une évaluation à distance. L'évaluation, certes, ça donne une idée sur le travail qui a été réalisé, mais ça ne donne pas une idée sur la maîtrise du sujet de la part des étudiants. Espérons d'ici là, hein, l'administration, bien sûr, prenne une décision à propos de le motif de soutenance. Est-ce qu'en présentiel ou bien à distance? Et je souhaite, bien sûr, je souhaite qu'il sera en présentiel. Sinon, la situation sanitaire, bien sûr, impose beaucoup de choses qu'on n'aime pas et qu'on ne veut pas, mais la halb. OK? Est-ce que vous avez des questions à propos de ce qui a été fait aujourd'hui? Si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, il me semble كنت نغني وحدي. Des questions. Vous n'avez rien après? S'il vous plaît, vous êtes là? En moi. Vous êtes là? Oui. Merci. Comment dirais-je, vous avez des questions? Oui ou non? Et il me semble que c'est des notions simples que vous pouvez comprendre vous-même. Si vous avez, bien sûr, comment dirais-je, raté une information ou bien une notion, il suffit de revoir le cours et vous allez comprendre. Il n'y a rien de difficile et de mystère. C'est une matière très très simple. Il suffit de bien lire et lire attentivement, mais non pas lire et passer rapidement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous invite à garder, j'ai dit, surtout le dernier chapitre, tout ce qui concerne mémoire, le plan type et comment préparer la soutenance pour bien sûr, le deuxième semestre, vous en aurez besoin la préparation du projet de fin d'études. Sur ce, je vous souhaite bon courage. Espérons bien sûr que vous allez faire des examens dans de bonnes conditions et je vous souhaite aussi un bon courage et bonne chance pour les examens.
Euh, et bon courage surtout pour le S2, pour préparer vos projets de fin d'études et pour les soutenances. C'est bien sûr, vous aurez des soutenances à la fin. Ça a été un plaisir et un honneur pour moi de vous enseigner, malgré que je ne vous connais pas. Bon, je connais quelques personnes quand même que j'ai eu l'occasion d'enseigner. Je comprends à distance, c'est pas facile. C'est une matière transversale, alors nombre de présents toujours est minime. Mais ce n'est pas vraiment un problème, étant donné que le cours est bien sûr facile à comprendre et fluide. Vous pouvez bien sûr lire juste les fichiers PDF et récupérer tout ce qu'on a expliqué à travers les présentations PowerPoint en direct via Google Meet. Je vous souhaite bon courage, une bonne continuation et surtout une réussite dans vos vies professionnelles et personnelles. Je vous dis peut-être le domaine de travail, hein, ça nous arrive par exemple, d'y aller dans des laboratoires, dans des bureaux, dans des entreprises, et on rencontre nos étudiants qu'on a enseignés, et c'est un plaisir pour nous de les retrouver, bien sûr, dans leur poste de travail et surtout, quand ils maîtrisent leur travail et ils le font convenablement. Bon, je ne vais pas m'attarder. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez vous disposer. Bon courage. Et vous recevez, bien sûr, prochainement toutes les informations à propos d'examen. On a dit que c'est un examen qui va bien sûr être à distance, fort possible, entre parenthèses, Google Forms. Alors, je vous enverrai ultérieurement le motif d'examen et toutes les informations. Ah, match. Oui, je n'arrive pas à entendre. Hein. Google Forms, si c'est en ligne à distance, ça doit être comme l'année dernière. Hein. Mais je vais vous confirmer, je vous enverrai des informations.